Je laisse la parole à Véronique Lemoine, responsable scientifique de la Cité du Vin, qui, dans nos discussions, m'a passionnée sur la question d'une filière attentive au changement du monde. On vient d'en entendre quelques-uns. Donc je vous laisse la parole et le micro. Hop, pardon. Merci. Hop. Alors je suis désolée, je ne vais pas vous parler de trop de filières parce que ça n'est pas, ça n'est pas mon métier. Je vais plutôt vous parler d'imaginaire. Alors oui, ça fonctionne. Donc le vin des imaginaires à réinventer. En fait, ce que je voulais surtout, c'est montrer à quel point non seulement la culture, mais ce qui est derrière la culture, c'est-à-dire ce qui la sous-tend, les imaginaires, eh bien, c'est pour moi vraiment ce qui soutient le vin. Question, pourquoi boit-on du vin? C'est une question centrale, puisqu'effectivement, si personne n'a envie de boire de vin, s'il n'y a pas ce désir de vin, ce désir même du geste de boire le vin, eh bien, il n'y a pas de vin. Donc vous voyez ces deux personnages qui, à quelques siècles d'intervalle, se répondent joyeusement. Alors pourquoi boit-on du vin? Ça a été un peu évoqué tout à l'heure par Pascaline Lepelletier. Est-ce que c'est pour sa composition chimique? Est-ce que c'est pour sa teneur en acide, sa teneur en sucre? Oui, certes un peu. Est-ce que c'est pour son aromatique qu'Olivier vient d'évoquer? Peut-être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le vin, ce liquide dans un verre, avec ses caractéristiques qu'on dit organoleptiques, un gros mot pour parler du goût, eh bien ce vin, a priori, ça ne les attire pas plus que ça. Donc il y a quelque chose d'autre. Alors pourquoi boit-on du vin? Pour moi d'abord, eh bien, c'est parce que nous sommes une espèce sociale, et ça semble une évidence. On en parle, on l'a vécu hier, et on en parle depuis tout à l'heure aussi. Une espèce sociale qui n'aime rien d'autre plus que se retrouver, discuter, se réunir, se rassembler, échanger. Et par contre, la question c'est pourquoi avons-nous invité le vin comme une personnalité centrale au milieu de nos rencontres, de nos échanges depuis des milliers d'années. Alors certes, il y a une explication facile qui serait le côté désinhibant du vin, c'est aussi une explication. Ceci dit, par exemple, hier soir, quand nous avons inauguré l'exposition de nos 50 partenaires viticoles, je pense que personne n'a fini dans l'état de ces joyeux paysans de Bruegel qui avaient peut-être un peu abusé de la dive bouteille. Alors, pour moi, vraiment, ce qui soutient la consommation du vin ou l'existence du vin parmi nous, c'est que nous sommes ce qu'une auteure a appelé une espèce fabulatrice. Et ce mot, ça signifie que nous sommes des conteurs, des narrateurs, des dessinateurs. Depuis donc des milliers d'années, donc là une image de la grotte Chauvet, alors il n'y a pas de vin, en fait nous humains, nous ne faisons pas que vivre des événements, nous cherchons à leur donner du sens, nous cherchons à les expliquer, et pour ça, eh bien, nous avons des façons de nous raconter le monde. Et le propre des humains, alors là je ne suis pas allée chercher des longs développements d'anthropologues, mais là, vous voyez une couverture d'un livre qui s'appelle L'espèce fabulatrice d'une écrivaine, Nancy Houston, et qui rappelle que, en fait, nous sommes quand même une espèce singulière parmi les autres animaux parce que nous vivons dans le réel, mais nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin de nous en décaler, de nous en décoller. Nous vivons avec des religions, des tabous, des généalogies, comme elle le dit, des contes, la magie. Donc tous ces aspects de narration, toutes ces histoires, mais qui reposent sur les imaginaires. Et ces imaginaires, eh bien, en fait, ils composent un second niveau de réalité. Pour nous, certes, ils sont imaginaires, mais ils sont vrais. Donc notre imagination, elle s'est alliée, alors là je pourrais citer un anthropologue entre autres qui s'appelle Maurice Godelier qui a beaucoup parlé de ça. Notre imagination, elle s'est alliée à notre maîtrise du langage, de tout ce qui est symbole, de tout ce qui est maîtrise des images, pour décrire certes un réel, qu'il soit passé ou futur, ou le présent, mais aussi de concevoir des explications de ce réel. C'est-à-dire que là, vous voyez, nous sommes dans les sciences. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans des fictions, des choses qui n'existent pas, mais on est vraiment dans un lien entre de l'imaginaire et du réel. On peut aussi, bien sûr, imaginer des mondes irréels, mais on peut aussi créer des conventions sociales.
Et les imaginaires sont extrêmement importants pour nos constructions sociales. Donc là, je vous ai donné un exemple pour montrer que l'irréel et le réel peuvent être très liés, mais c'est tout simplement par la valeur de nos outils monétaires. Si je vais payer là mon repas avec des coquillages, je pense que ça va être plutôt mal pris. Et s'il y a quelques années, nous avions voulu payer quelque chose en bitcoin, ça n'aurait pas fonctionné. Donc vous voyez que cette convention de la valeur de l'argent, c'est quelque chose qui est irréel, mais qui a complètement des rapports avec le réel. Donc nous vivons dans la réalité, mais nous vivons aussi dans des récits et dans des imaginaires partagés. Et ce que disait aussi Nancy Houston, c'est que pour nous autres humains, la fiction est aussi réelle que le sol sur lequel nous marchons. Elle est ce sol, elle est notre soutien dans le monde. Alors, c'est d'autant plus important que ces récits, ces symboles, ces croyances, ces rituels, qui sont tous attachés à des grands récits, ils sont partagés par des communautés. Et ces communautés se retrouvent en fait dans ces symboliques qu'elles partagent, dans ces récits qu'elles partagent. Des savoir-faire, on en a déjà parlé, s'y rattachent. Ils sont enseignés, ils sont transmis d'une génération à l'autre. Les arts s'en inspirent. Et donc le réel est interprété par nous à travers des imaginaires. Mais ensuite, les imaginaires consolident le réel par les rituels, par exemple. Et nos cultures se complexifient. Alors il y a des grands récits rassembleurs qui permettent de comprendre tout ce que je viens de raconter. Ce sont les mythes et religions en particulier. Mais depuis des milliers d'années, le vin, lui aussi, c'est une boisson culturelle. Donc son monde bien réel s'accompagne de récits et d'imaginaires, et les civilisations du vin se regroupent autour de ces imaginaires. Alors, que nous raconte le vin depuis plus de 8000 ans? Qu'est-ce qu'il a accumulé dans nos imaginaires? Eh bien, d'abord, il y a des milliers d'années, là on est dans une tombe funéraire en Chine, 6e millénaire avant Jésus-Christ, et vous avez un joueur de flûte qui est enterré avec des jarres qui contiennent, alors non pas du vin, ça a été étudié par McGovern qui a été cité tout à l'heure, mais une boisson fermentée qui contenait du raisin, entre autres choses. Et ça, c'est le plus ancien le témoignage qu'on a de la présence d'une boisson fermentée à base de vin, qui est un vin qui nous emmène vers l'au-delà. Parce que dans les civilisations les plus anciennes, le vin est toujours lié à l'au-delà, aux dieux et aux héros. Ce vin du lien avec le divin, il parcourt toutes les civilisations anciennes jusqu'à nous. Vous avez des exemples là du lien des Hébreux anciens avec le vin à travers la grappe de Canaan. Ensuite, on a des divinités du vin qui ont souvent une particulière. Ce sont des divinités qui meurent pour renaître, avec une double symbolique qui est celle de la vigne, qui est un végétal qui renaît tous les ans, comme Osiris, que je n'ai pas mis là, renaît lui aussi à travers des pratiques un peu particulières. Et ces divinités sont aussi des divinités qui raccrochent le sang au vin. Donc on a par exemple de la mort puis la renaissance d'Ampélos, amant de Bacchus, qui renaît à travers une vigne. Et quant à la symbolique du sang qui est le vin, évidemment nous la connaissons à travers la chrétienté, le catholicisme, et là ce qu'on appelait au Moyen-Âge le pressoir mystique, où le Christ lui-même, son sang devient le vin qui est récolté. Donc ce vin, ce vin symbolique, c'est le vin des rites, mais pas que, parce que assez rapidement, le vin chrétien, c'est le vin des rites, certes, mais c'est aussi le vin de l'hospitalité, le vin des soins, et restons dans la réalité, le vin du commerce, parce que les moines faisaient aussi fort commerce de leur production. Et j'ai parlé de soins. On a aussi la notion du vin médecin, le vin allié du médecin, qu'il soit médicament, pharmacone, ou qu'il soit allié, par exemple, dans des pansements. Là, vous avez un papyrus, qui est le papyrus, qui est sorti du papyrus Ebers. C'est une recette de médicaments à base de vin pour le foie. Donc
Bon. Et cette notion de vin aliment, de vin bénéfique, eh bien, elle nous a accompagnés jusqu'au début du XXe siècle, puisque là, on voit y compris des affiches, je dirais, gouvernementales, qui poussent à boire le vin parce qu'il rend fort. Mais le vin, c'est aussi effectivement celui du partage, celui de la séduction même, à travers les siècles. C'est le vin de la sociabilité, on en a déjà parlé. Et derrière la sociabilité, ou avec la sociabilité, il y a aussi tout l'artisanat, tout l'art de vivre, les arts de la table en particulier qui se développent. Et se développe également un certain rapport au vin. Et dans les civilisations du vin, il y a cette notion de maîtrise qui a été très développée, en particulier dans la Grèce antique. Quand on lit Platon, le banquet, on s'aperçoit qu'on a un lien très fort entre le vin, les arts, et aussi la façon de maîtriser sa consommation du vin. Le citoyen grec n'est pas un citoyen respectable s'il ne sait pas consommer de façon raisonnable le vin. Et ce vin, à travers les siècles, c'est le vin des humbles, certes, mais c'est aussi le vin des puissants. Le vin des puissants avec des pratiques de consommation qui sont dans le luxe. Là, un petit clin d'œil pour une des images à Laure Ménétrier qui va parler tout à l'heure. Et ce vin des puissants nous amène au vin de la diplomatie, puisque le vin a été utilisé comme outil diplomatique à travers les siècles. On verra si cela perdure. Et je voulais souligner que dans tout ce que vous avez vu jusque-là, vous avez vu des fresques, vous avez vu des mosaïques, des sculptures, des peintures, eh bien, tous les arts, quand je disais que l'imaginaire accompagne le réel et le soutient, tous les arts sont témoins de la place du vin dans nos cultures et donc font perdurer aussi cette image positive du vin dans nos cultures. Alors, on n'a pas du tout le temps d'écouter ces extraits, mais la musique, évidemment, en fait partie. Et là, je vous ai parlé plutôt du côté du vin bu, consommé, partagé, mais il y a aussi du côté de la vigne, eh bien, cette grande narration qui est celle des sciences qui se développe à travers les siècles. Et alors, l'air de rien, nous les humains, si nous sommes des humains, c'est tout simplement parce que nos narrations, nos sciences, elles se cumulent. Les abeilles font des choses formidables, mais elles font la même chose que ce qu'elles faisaient il y a 10 000 ans. Nous évoluons tout simplement parce que par les imaginaires, par la maîtrise du langage, par la maîtrise des symboles, et par la maîtrise du dessin et de tous les arts, nous pouvons nous transmettre ces savoirs et faire des sciences qui sont cumulatives. Même chose avec les savoir-faire, les techniques, et qu'on retrouve aussi décrits, que ce soit dans des œuvres savantes ou des représentations qui sont plus à but d'illustration. Il y a aussi ce lien entre le vigneron et la nature qui a aussi été marqué par les arts, enfin traduit par les arts, et avec ce lien un peu particulier, souvent autour du moment des vendanges, qui est ce moment où vraiment, pour les profanes, on peut sentir quel est le métier du vigneron, et ce lien entre le vigneron et la nature. Et en particulier, alors tout à l'heure on parlait d'aromatique, le fait par exemple que l'aromatique du vin reproduit l'aromatique de ce que nous appellerions maintenant non pas la terre mais le terroir, c'est par exemple quelque chose qui avait été appuyé par Colette. Donc les arts apporte. Et sur cette notion de vigneron et de territoire, alors c'est vrai ce que disait Olivier tout à l'heure, que la notion de terroir proprement dite et le fait que ça soit positif, c'est tardif, mais par contre, les arts marquaient aussi ce lien entre le vigneron et le territoire. Là, on a la fresque à droite du... Oui, excusez-moi, je confonds ma droite et ma gauche. La fresque du bon gouvernement, les très riches heures du duc de Berry, donc qui nous montre ce lien, cet impact du vigneron sur l'organisation du territoire. Et on en a parlé aussi, donc ces notions très anciennes de terroir. Alors quelque part quand même chez les Romains, il y a déjà cette identification de lieux particuliers, de crus
qu'on pourrait appeler, nous, des crus particuliers, qui donnent une identité au territoire. Et en fait, mais on en a parlé aussi, c'est ça qui débouche sur les appellations d'origine. Mais alors, les appellations d'origine, quelque chose de très réel, de très concret quelque part, mais pas si réel que ça, puisque au fond, ce sont des traits dessinés sur le papier avec les cahiers des charges des ODG qui peuvent changer. Donc là, on est effectivement dans des imaginaires réels construits et qui débouchent sur des identités de communauté. Donc la vigne, le vin, ce sont aussi des sources d'identité, de fierté, que ce soit la fierté du vigneron, la fierté d'une région, et qu'on voit à travers bien la revendication, par exemple, à être présent au patrimoine mondial et au niveau national, bien sûr. Donc, le vin était bien assis sur 8000 ans de valeurs et d'imaginaire traditionnel qui, en fait, constituent comme un filet, je dirais, un filet de soutien de toute cette consommation de vin. Donc ces notions de divin, de puissance, de convivialité, de partage, mais aussi ce rapport au monde, à la nature, tout ce qui est notion de transmission, d'héritage, de santé. Voilà 8000 ans de valeurs et d'imaginaire traditionnels. Mais ces valeurs et ces imaginaires traditionnels, par définition, eh bien, ils sont imaginaires. Donc, imaginaire, ça veut dire que cela peut changer. Ça veut dire effectivement, comme on le dit depuis tout à l'heure, qu'il peut y avoir des changements dans la façon de percevoir le monde, dans la façon dans les croyances des consommateurs, enfin dans les croyances des citoyens. Et ces valeurs et ces imaginaires, du coup, ils peuvent disparaître, hein, tels nos icebergs qui sont en train de fondre. Alors, sont-ils vraiment en crise? Qu'est-ce qu'on voit comme évolution de ces imaginaires? Eh bien, il y a des éléments qui disparaissent. Il y a peu de personnes actuellement qui consomment le vin pour sa relation au divin. La santé, n'en parlons pas. Enfin, on en a déjà parlé plus tôt. Et puis des notions comme le savoir-être, la convivialité, le partage, l'hospitalité et autres, eh bien, on en a parlé déjà depuis tout à l'heure, ils se retrouvent face à des produits alternatifs. C'est aussi très sympa, hein, de boire du kombucha ou même un jus d'orange. De l'autre côté, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des attentes sociétales en ce moment par l'angoisse devant les événements écologiques, le changement du monde tel que ce qu'on connaît. Et donc, ces attentes sociétales font que, pour nous, en tout cas à la Cité du Vin, eh bien, ces notions de rapport au monde, de maîtrise du vivant, ce sont des éléments qui nous semblent effectivement forts dans ce qui peut marcher. Alors, pour ne pas être désespéré, eh bien, quelques exemples d'imaginaire qui perdurent. Chez les puissants en matière de diplomatie, eh bien, le vin est toujours porteur de symboles et il sert à échanger des symboles. Alors, j'ai fait mon PowerPoint avant le début de la semaine, donc j'ajoute le vin for sure. Voilà. Le vin à l'écran, eh bien, côté verre de vin, côté consommation, là j'ai pris des exemples de films qui ne sont pas très vieux, puisque le dernier, la dégustation date de 2022, eh bien, ils nous transmettent toujours cette histoire de goût, de rituel, de convivialité, de partage. Le vin des héros, eh bien, vous connaissez tous ces films aussi bien que moi. On n'a pas que le vin traditionnel de James Bond, on a aussi Ratatouille, par exemple, ce qui n'est quand même pas rien. Et ce qui est aussi très étonnant, c'est que dans des choses qui sont d'une culture populaire plus... je dirais plus populaire, oui, effectivement, eh bien, on voit le vin avec tous ses attributs dans des séries comme par exemple Game of Thrones. Alors là, moi, je vous invite à regarder Game of Thrones avec une loupe et à vous arrêter et vous verrez le nombre incroyable de références au vin et de références au symbolique du vin, que ce soit le vin du luxe, le vin de la puissance, le vin de la trahison. Le vin est partout. Et il est dans des séries encore plus improbables. Donc là, Breaking Bad, un thriller sur le monde de la drogue qui... a
priori, le vin n'a rien à faire là. Mais pourquoi est-il là ? Eh bien, il est là de temps en temps et il est là pour souligner des situations et pour expliquer toujours quelque chose des personnages et des relations qu'il y a entre les personnages. Que ce soit une camaraderie qui est vouée à l'échec avec ce vin qui n'est pas peut-être le plus incroyable qu'on puisse trouver, ou un couple qui est en train de se réconcilier de façon fugace, je fais un spoil, et des situations encore plus étonnantes. Alors là, j'ai mis Stranger Things, vraiment une série, je dirais, plus pour ados peut-être, mais une série de science-fiction où là, ce que vous voyez à gauche, eh bien, c'est tout simplement une maman qui est en train de sauver sa fille d'un monstre quasi apocalyptique grâce à une bouteille de vin qu'elle vient de casser sur la table. Donc c'est une présence du vin dans des endroits tout à fait étonnants. Et le vin exprime aussi, je dirais, la situation sociale des personnes ou même leur caractère, puisque par exemple en bas, là, on a une personne qui est un chef de police et qui est d'une grande naïveté, et en fait, il est en train d'apprendre à prononcer le mot Cabernet Sauvignon. Plus récemment, eh bien, vous connaissez certainement tous cette histoire, c'est qu'un épisode d'une docu-série de Taylor Swift, il n'y a pas longtemps, a fait la fortune d'un viticulteur de Sancerre. Sur les symboliques, je ne vais pas insister parce que là, c'est plutôt une question que je pose à nos intervenants de l'après-midi sur les symboliques du vin qu'on voit, nous, dans les arts. Est-ce que ces symboliques perdurent encore dans l'esprit de nos contemporains ? Je ne sais pas. Et ce qu'on voit apparaître aussi, qui est intéressant, c'est ce nouveau récit, donc qu'on a déjà évoqué, du lien entre le vigneron, la nature, dans ce monde où on a besoin de s'adapter à des changements, mais aussi de mettre en place des protections de la nature, des protections du vivant, avec toujours, comme le disait, là je fais écho à ce que disait tout à l'heure Olivier, c'est que la science est toujours à l'avant-garde et en appui des mutations de la profession, mais profession, je dirais, qui n'a pas attendu que les journalistes ou le grand public s'émeuvent de tout ce qui se passe, parce que vous êtes réactifs depuis beaucoup plus longtemps que ça n'est médiatisé. Et puis, bien sûr, cette notion de lien entre le vigneron, le paysage, le territoire, qui est fort importante. Et ces notions-là, ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs de l'univers vigneron, bien sûr, depuis des années, on les voit à travers les revues spécialisées, les revues des amateurs de vin, mais en fait, elles sont complètement parties dans la pop culture aussi, à travers des œuvres de fiction, comme Les Gouttes de Dieu. Donc là, je vous renvoie vers une conférence chez nous il n'y a pas longtemps, ou de la bande dessinée. Et côté vigne, donc, le vin à l'écran est également extrêmement présent, puisque ces notions de transmission, de savoir-faire, d'héritage, d'une certaine vision du métier de vigneron et de ce que ça représente en rapport filiaux ou en rapport humain, eh bien, ça se voit aussi à l'écran. Donc, notre rôle en tant qu'établissement culturel, alors ça n'est pas de faire de la propagande, comme disait Olivier tout à l'heure, mais c'est de révéler les imaginaires dans toute leur profondeur historique, tout simplement bien pour que ce bel iceberg qui soutient le vin continue à perdurer, suivre ces imaginaires et Et donc, alors nous, en tout cas, à la Cité du Vin, on est très attentif à cet accompagnement des attentes sociétales contemporaines, avec un regard de plus en plus poussé, que vous pouvez voir à travers, en particulier, notre programmation culturelle. Donc là, c'est ma camarade Mélanie qui en parlerait beaucoup mieux que moi. Donc pour mettre en évidence voilà, tous ces changements, et puis accompagner les imaginaires, les nouveaux récits effectivement qui sont en train de se mettre en place, et qui se mettent déjà en place depuis longtemps dans le monde du vin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors nous poursuivons. Alors, je vous laisse quelques secondes pour découvrir le dessin. Alors, on va reparler de vin divin.